Pendant les fêtes de Noël, ma femme a oublié d'éteindre les coups de bébé. Je l'ai entendu dire aux voisins, j'ai déjà engagé un avocat. Je vais prendre la maison et ses 2 propriétés locatives. Ensuite, il prévoit de me laisser les enfants. J'ai fait comme si de rien n'était, jusqu'à ce que mes avocats frappent à la porte, et qu'ils pâlissent de terreur. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Il y a une chose que tout comptable apprend très tôt. Un mauvais chiffre ne disparaît jamais. Il reste là, silencieusement, caché au milieu de la feuille de calcul, attendant le bon moment pour apparaître. Vous pouvez fermer le fichier. Vous pouvez faire semblant de ne pas l'avoir vu. Vous pouvez rentrer chez vous, et l'oublier. Mais quand vous l'ouvrirez à nouveau, il sera là, à vous attendre. J'aurais dû appliquer cette logique à ma vie personnelle bien avant décembre. Mais je ne l'ai pas fait. Et c'est pourquoi, un jeudi après-midi, assis dans mon bureau, avec une tasse de café à la main et un rapport ouvert à l'écran, j'ai entendu ma femme détruire 8 ans de mariage, sans savoir que j'écoutais. Mais avant d'en arriver à ce moment, je dois vous dire un mot sur la ville de Natal, en décembre. Quiconque n'y a jamais mis les pieds ne peut pas s'imaginer à quoi cela ressemble. La ville abrite l'une des plus grandes illuminations de Noël du Brésil. Il y a des kilomètres de lumière scintillante sur l'avenue Prudente de Moret. Des anges de lumière sont suspendus à chaque poteau, sans oublier ces étoiles géantes qu'ils installent au carrefour, chaque année. C'est magnifique, vraiment. Sauf qu'en même temps que vous contemplez toutes ces décorations, le thermomètre affiche 38 degrés Celsius. Les enfants transpirent à l'intérieur de leur costume de Père Noël. Un stand de tamarinier se trouve juste à côté d'un sapin de Noël. Du foro joue dans le bar, pendant que le voisin accroche une couronne à sa fenêtre. C'est comme ça que fonctionne le Nord-Est à la fin de l'année. Nous célébrons Noël à notre façon, avec de la chaleur, du bruit, l'odeur des noix de cajou mûres dans l'air, et sans jamais nous en excuser. J'ai toujours aimé cette période de l'année. Mais ce mois de décembre-là, pour la première fois en 38 ans, je la détestais. Je m'appelle Lucas. Je suis comptable, associé dans un cabinet qu'il m'a fallu 15 ans à bâtir. Et j'ai vécu à Natal depuis ma naissance. J'ai grandi dans le quartier de Quinta, et j'ai étudié à l'UFRN. J'ai obtenu mon diplôme sans faire de stage, car je devais travailler dès le 2e semestre pour aider à la maison. Je n'ai pris aucun raccourci. Chaque client que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné grâce à des réunions, des propositions, des résultats livrés à temps, et une confiance construite au fil des années. C'est ainsi que j'ai appris à opérer, lentement, méthodiquement, sans aucune impulsivité. Et c'est exactement de cette manière que j'ai agi, quand j'ai découvert ce que Renata préparait. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière. Renata et moi, nous nous sommes rencontrés lors d'une fête universitaire à Mossour. C'était un soir où j'y étais allé contre mon gré, poussé par 2 amis qui juraient que je devais sortir davantage. Elle était près de la sortie, parlant à une amie, riant de quelque chose que je n'ai pas entendu. Je suis allé lui parler, sans savoir ce que j'allais lui dire. Je suis devenu nerveux, j'ai raté une marche, j'ai trébuché sur mon propre pied, et elle a tellement ri qu'elle a fini par rester à mes côtés, tout le reste de la nuit. Nous sommes restés ensemble pendant 4 ans, avant de nous marier. Au cours des 2 premières années de notre mariage, j'ai travaillé tous les week-ends. J'ai renoncé au voyage, au barbecue, et à tout ce qui coûtait de l'argent sans être nécessaire, car j'avais un objectif très clair, payer l'appartement avant mes 40 ans. La propriété se trouvait à Ponta Negra, à 200 mètres de la plage, dans une résidence sécurisée sur laquelle j'avais des vues depuis que j'étais stagiaire. À l'époque, je passais devant, et je me disais que je ne pourrais jamais me l'offrir. Après beaucoup de calculs, énormément de planification, et des litres de café froid bu en travaillant tard, j'y suis arrivé. J'ai comparé le moment où j'ai obtenu l'acte de propriété définitif à la naissance de mes enfants. Ce n'est pas une exagération. Pour moi, ce bout de papier représentait tout ce que j'avais construit, de mes propres mains. Pedro est né en 2020. Sofia en 2022. Les coups de bébé étaient un cadeau de ma mère, à la naissance de Sofia. Un appareil simple, du genre qui capte le moindre son, et envoie une notification sur votre téléphone lorsqu'un certain volume est dépassé. Nous l'avons beaucoup utilisé quand Sofia était encore un nouveau-né, et que nous devions garder un œil sur elle, sans être dans la même pièce. Avec le temps, nous l'avons moins utilisé, mais l'application est restée installée. Ce jour de décembre, j'étais au bureau, quand mon téléphone a vibré avec une notification de l'application.
Je l'ai ouverte, pensant que c'était Pedro qui se réveillait de sa sieste de l'après-midi. Ce n'était pas lui. C'était la voix de Renata, parlant sur un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Calme, sûre d'elle, calculatrice. Le genre de ton d'une personne qui a déjà tout décidé, et qui ne fait que confirmer les détails. Et la voix qui lui répondait était masculine. C'était Rodrigo. Je n'ai pas fermé l'application. J'ai gardé le téléphone pressé contre mon oreille, debout au milieu du bureau, et j'ai écouté chaque mot de cette conversation, jusqu'à la toute fin. Quand ce fut terminé, j'ai posé le téléphone sur le bureau, j'ai regardé le rapport ouvert sur l'écran, j'ai attrapé ma tasse de café, qui était déjà froide, et je l'ai bu jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, je suis allé à la fenêtre, et j'ai fixé la rue pendant quelques minutes. Dehors, Natal était magnifique, comme elle l'est toujours en décembre. Des lumières partout, du mouvement, des gens qui achetaient des cadeaux, des gens pressés, la vie qui suivait le rythme qu'elle suit chaque année. Rien n'avait changé à l'extérieur. À l'intérieur, je faisais ce que je fais à chaque fois que je trouve une erreur grave dans une feuille de calcul. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas fermé le fichier. J'ai commencé à tout auditer, depuis le début. Et c'est précisément là, ce jeudi après-midi, avec le soleil de Natal frappant fort contre la fenêtre du bureau, que j'ai décidé qu'elle ne garderait rien de ce qu'elle avait prévu. Mais pour que vous compreniez ce que j'ai fait, vous devez d'abord comprendre qui était vraiment cet homme, celui qui, pensait-elle, allait changer sa vie. Il y a un type de personne que j'ai appris à identifier, en 15 ans de comptabilité. Ce n'est pas le mauvais payeur évident, qui arrive en retard à la réunion, et qui détourne le regard quand vous lui parlez de facture. Celui-là est facile, n'importe qui peut le voir. Ce qui est difficile à identifier, c'est l'autre type. Celui qui arrive bien habillé, qui parle avec assurance, qui utilise le bon vocabulaire, et qui connaît suffisamment les termes techniques pour donner l'impression de savoir de quoi il parle. Celui qui vous fait baisser la garde, justement parce qu'il semble n'avoir rien à cacher. Ce type-là est le plus dangereux. Rodrigo était de ce type-là. Il était arrivé dans la résidence en mars de l'année dernière. Il avait loué l'appartement 302, pour un montant qui, pour quelqu'un vivant à Ponta Negra, n'est pas donné. Il s'était présenté la première semaine avec une voiture importée, un sac en cuir, et cette attitude de quelqu'un qui a l'habitude d'entrer dans de nouveaux endroits sans demander la permission. La première fois que je l'ai vu, c'était dans l'ascenseur. Il s'est présenté avec une poignée de main ferme. Il a dit qu'il venait de Sao Paulo, qu'il travaillait dans l'événementiel d'entreprise, et qu'il était venu à Natal parce qu'il était fatigué du rythme de la capitale, et voulait travailler depuis un endroit offrant une bonne qualité de vie. Il a dit tout cela en moins de 30 secondes, avec le sourire de quelqu'un qui répétait cette introduction depuis très longtemps. J'ai hoché la tête, je lui ai souhaité la bienvenue dans l'immeuble, et j'ai continué mon chemin. Je n'ai plus pensé à lui de la nuit. J'aurais dû. Le problème, quand on est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est que l'on développe une sorte de filtre automatique. Tout ce qui n'est pas urgent, vous le repoussez au second plan. Un client avec une date limite, une réunion le lendemain, une déclaration d'impôt en attente, tout cela reste au premier plan. Le nouveau voisin du 302, lui, reste tout au fond, sur une étagère vers laquelle vous ne tendrez plus jamais la main. Renata l'a rencontré à la salle de sport de la résidence. Elle me l'a dit cette même semaine, en passant, pendant que nous dînions. Elle a dit qu'elle avait parlé au nouveau voisin, qu'il était sympa, et qu'il avait vécu dans plusieurs endroits au Brésil. J'ai écouté, j'ai dit, c'est bien, et je suis retourné à mon assiette. Au cours des semaines suivantes, son nom a continué d'apparaître de temps en temps. Rodrigo avait recommandé un nouveau restaurant sur la Via Costera. Rodrigo connaissait quelqu'un qui pourrait me recommander un client du secteur du tourisme. Rodrigo avait dit que la résidence devrait changer de société de sécurité. De petites mentions, dispersées dans différentes conversations, de la manière naturelle dont on parle de n'importe quelle connaissance. Je n'ai pas fait le lien. Quand vous vivez dans une routine pesante, le bureau le matin, les réunions l'après-midi, aller chercher l'enfant à l'école, les factures à payer, les rapports à rendre, vous arrêtez de prêter attention aux détails qui ne semblent pas urgents. Vous regardez votre vie, et vous voyez ce qui a toujours été là, parce qu'il est plus facile de voir cela que de voir ce qui a changé. Mais maintenant, après avoir entendu cette conversation via l'écoute bébé, je retraçais les derniers mois dans ma tête, comme s'il s'agissait d'un audit. Je prenais chaque écriture, chaque dépôt, chaque retrait, et je remettais tout dans le bon ordre.
Et c'est là que les chiffres ont commencé à raconter une toute autre histoire. Renata avait recommencé à s'entraîner plus fréquemment, vers le mois d'avril. Je pensais que c'était sa propre décision, une de ces phases où l'on veut mieux prendre soin de soi. Elle a acheté de nouveaux vêtements de sport, a commencé à y aller plus tôt, et revenait parfois après que je sois déjà parti au travail. Je n'ai rien remis en question. J'étais même heureux. Je trouvais qu'elle avait l'air en forme. En mai, elle a commencé à sortir davantage le soir. Au début, avec des amis, Priscilla, Camilla, ce groupe qu'elle fréquentait depuis l'université. Mais quand je demandais comment ça s'était passé, la réponse était toujours brève. Bien. C'était bien. Nous sommes allés dans un bar à côté. Pas de détails, pas d'histoire, rien de cette façon excitée dont elle me racontait ses soirées avec ses amis, auparavant. Je pensais que c'était de l'épuisement. En juin, elle a changé le code de son téléphone. Quand je lui ai demandé, elle a dit qu'elle l'avait fait par accident, et qu'elle verrait comment le remettre comme avant. Elle n'en a plus jamais reparlé. Et moi non plus. En juillet, nous avons arrêté de dormir en même temps. Elle restait éveillée après que je me sois déjà endormi. Il m'arrivait de me réveiller au milieu de la nuit, et elle n'était pas dans le lit. Elle était dans le salon, sur son téléphone. Quand j'apparaissais à la porte, elle disait qu'elle ne trouvait pas le sommeil, et qu'elle arrivait bientôt. Je la croyais, et je retournais me coucher. En août, septembre et octobre, la distance a continué de grandir, de cette manière silencieuse qui est la pire de toutes. Il n'y a pas eu de dispute, pas de crise déclarée. Il y avait un espace qui s'élargissait lentement, comme une fuite dans un mur. Le genre de fuite que vous ne découvrez que lorsqu'elle a déjà compromis toute la structure. Et moi, qui passe mes journées à analyser les risques, qui gagne ma vie en identifiant là où une entreprise saigne sans s'en rendre compte, je n'ai rien vu. Ou plutôt, j'ai vu, et j'ai choisi de ne pas l'interpréter. Car la vérité, c'est que nous ne voyons que ce que nous sommes prêts à voir. Et je n'étais pas prêt à voir que mon mariage était en train d'être démantelé, pendant que je clôturais les bilans de mes clients. Ce que je ne savais pas encore, en cet après-midi de décembre, c'était la partie la plus importante de l'histoire. Rodrigo n'était pas un organisateur d'événements. Il ne l'avait jamais été. La voiture importée était une location. L'appartement avait 2 mois de retard de loyer. L'élégant nom de famille cachait un numéro de sécurité sociale frappé d'interdiction de crédit dans 4 États, ainsi qu'une plainte au prud'homme. Cette plainte avait été déposée par 3 anciens employés d'une entreprise qui avait fait faillite à Sao Paulo, 2 ans plus tôt, laissant des dettes partout. Cet homme n'était pas allé à Natal pour ralentir le rythme. Il y était allé parce qu'il n'avait nulle part d'autre où fuir. Et ma femme, ignorant tout cela, était sur le point de jeter à la poubelle 8 ans de mariage, un appartement entièrement payé, et la stabilité de ses propres enfants, pour un homme qui planifiait déjà son prochain coup, avant même qu'elle ait mis fin à ce qu'elle avait avec le précédent. Sauf que Rodrigo a commis une grave erreur. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Et je n'ai découvert tout cela que parce que, avant de faire quoi que ce soit, j'ai fait ce que je fais toujours quand je trouve un chiffre qui ne colle pas. Je veux enquêter jusqu'au bout. Je dois vous raconter exactement comment cet après-midi s'est déroulé, dans les moindres détails, car ce fut l'après-midi le plus important de ma vie. Et je veux que vous compreniez, non seulement ce que j'ai entendu, mais ce que j'ai ressenti en l'écoutant. C'était le jeudi 12 décembre. J'étais arrivé au bureau plus tôt que d'habitude, car j'avais un client dont la déclaration d'impôt arrivait à échéance cette semaine-là, et le système des impôts était instable depuis lundi. Ce sont des choses qui arrivent, et quiconque travaille dans la comptabilité apprend que, lorsque le système décide de planter, vous devez être en avance sur la date limite, et non en retard. Il était 14h17 quand mon téléphone a vibré sur le bureau. Une notification de l'application du babyphone. L'écran affichait l'icône verte, signifiant qu'un son avait été détecté dans la pièce. C'était courant quand Pedro se réveillait de sa sieste de l'après-midi. Il a l'habitude de se parler à lui-même avant d'appeler quelqu'un, d'inventer des histoires, de parler à ses jouets. C'est l'un de ses traits de caractère que j'aime le plus. Ce jour-là, j'ai ouvert l'application en souriant déjà, m'attendant à entendre une conversation farfelue qu'il tenait avec son dinosaure en peluche. Ce qui est sorti du haut-parleur du téléphone a effacé le sourire de mon visage, en moins de 2 secondes. C'était la voix de Renata, et elle ne parlait pas à Pedro. J'ai fermé la porte du bureau, sans même me rendre compte que je m'étais levé. Je suis allé à la fenêtre,
j'ai placé le téléphone près de mon oreille, comme si quelques centimètres de distance allaient changer quoi que ce soit. La qualité audio était bonne. L'écoute bébé est sensible, il capte bien les sons. C'était un appareil coûteux que ma mère avait tenu à nous offrir, car elle ne voulait pas lésiner sur la sécurité de sa petite fille. À ce moment-là, j'ai béni ma mère d'avoir acheté le bon modèle. Renata a parlé en premier. Elle disait qu'elle avait parlé à son avocate la semaine précédente, et que le tableau était clair. La moitié de l'appartement, 2 loyers par mois pendant au moins 3 ans. Une pension alimentaire calculée sur la base de mes revenus d'associé du cabinet. Sa voix était calme, organisée, de la manière dont on parle d'un compte déjà clôturé, d'une décision sur laquelle il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis resté immobile, à écouter, sans pouvoir bouger un muscle. Puis, vint sa voix à lui. Rodrigo parlait avec ce ton que j'avais déjà remarqué dans l'ascenseur. Trop confiant. Cette confiance de quelqu'un qui n'a rien à perdre, parce qu'il n'a jamais rien construit. Il a dit qu'alors, c'était réglé, qu'elle prendrait l'appartement, qu'elle prendrait l'argent, et qu'ils en profiteraient tous les deux. Il a dit que les enfants en bas âge étaient encombrants, qu'il valait mieux laisser les enfants à leur père. Laisser les enfants à leur père. J'ai dû m'appuyer contre le mur, car mes jambes ont flanché. Pedro a 4 ans. Sofia en a 2. Ma fille porte encore des couches la nuit. Elle appelle son papa quand elle se réveille d'un cauchemar. Elle a une chanson que je lui chante pour l'endormir depuis sa naissance. Une chanson idiote que j'ai inventée, qui n'a aucun sens, mais qu'elle réclame tous les soirs. Mon fils a l'habitude de venir me réveiller tôt le samedi matin, pour me montrer un dessin qu'il a fait, avant que tout le monde ne soit debout. Il pose sa main sur mon épaule et m'appelle à voix basse, prudemment, pour ne pas réveiller Renata. Car il a appris, tout seul, que son papa se réveille très bien, même avec très peu de bruit. Et cet homme parlait de les laisser, comme s'il s'agissait de bagages qui encombraient pour un voyage. J'ai pris une grande inspiration. Je devais écouter jusqu'à la fin. Renata a continué. Elle a dit que le plan était d'attendre que Noël passe, pour éviter de causer des problèmes avec la famille. Qu'en janvier, elle organiserait les documents que l'avocate avait demandés, pour que début février, il puisse déposer la demande de séparation. Rodrigo a répondu par une phrase que je n'oublierai jamais, tant que je vivrai. Il a dit, Noël est à eux. Le carnaval est à nous. Et ils ont ri tous les deux. Ce rire a continué de résonner dans le bureau vide, pendant un temps que je ne saurais préciser. Ça aurait pu être 30 secondes. Ça aurait pu être 3 minutes. J'avais complètement perdu la notion de l'endroit où je me trouvais. J'ai regardé autour de moi, le bureau avec le rapport ouvert, la tasse avec le café que j'avais oublié de finir. La photo de mes 2 enfants posée sur l'écran, celle que nous avions prise sur la plage de Ponta Negra, en juillet. Tous les deux tenant une glace, tous les deux souriant de cette façon dont seuls les enfants sourient, sans aucune retenue. Sans se soucier de ce qui viendra ensuite. J'ai fermé l'application, je me suis assis sur ma chaise, j'ai attrapé la tasse de café, et je l'ai bu jusqu'au bout. Froide, sans sucre, sans en sentir le goût. Il y a une chose qui se produit dans l'esprit de quelqu'un qui travaille avec des chiffres depuis de nombreuses années. Vous développez une sorte de mécanisme d'urgence automatique, lorsqu'une situation grave survient. Quand vous découvrez une énorme anomalie, quand un client disparaît avec des documents, quand une date limite qui semblait lointaine vous tombe soudainement dessus. L'émotion est rangée dans un tiroir, et la logique prend le relais. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la survie professionnelle, transformée en instinct. Ce mécanisme s'est déclenché à cet instant précis, car ma première réaction n'a pas été d'appeler Renata. Ce n'a pas été de rentrer à l'appartement. Ce n'a pas été d'appeler un ami pour me défouler. Ma première réaction a été d'ouvrir un nouveau document sur l'ordinateur, et de commencer à écrire tout ce que j'avais entendu, avec l'heure, la date, et autant de détails dont je pouvais me souvenir. Pendant que je tapais, ma tête posait déjà des questions qu'un mari trahi ne pose normalement pas. Depuis combien de temps cela durait-il? À quel document avait-elle accès? Que savait déjà son avocate sur notre patrimoine? M'avait-elle placé dans une situation de désavantage juridique que je n'avais pas encore vue? Qui était cette avocate, et quelle était sa stratégie? Et surtout, qui était vraiment cet homme, qui se trouvait dans mon appartement pendant que je travaillais? Parce qu'il y avait une chose que je savais déjà, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a fait les calculs, et qui les a vérifiés 2 fois.
Renata avait pris une décision basée sur un scénario qu'elle croyait vrai. Elle pensait qu'elle allait sortir de ce mariage avec l'appartement, avec 2 loyers, avec une pension alimentaire complète, et avec un homme à ses côtés qui allait transformer sa vie en quelque chose d'autre. Elle ne savait pas que l'appartement était à mon nom, avec des documents prouvant chaque centime. Elle ne savait pas que j'allais engager les meilleurs avocats en droit de la famille de Natal, avant même qu'elle ne sache que j'étais au courant de quoi que ce soit. Elle ne savait pas que, pendant qu'elle planifiait la fin de notre mariage, j'allais passer les semaines suivantes à auditer chaque détail de la situation, avec la même précision que j'utilisais pour clôturer le bilan d'une entreprise. Et elle ne savait pas. Elle ne savait toujours pas qui était vraiment Rodrigo. J'allais le découvrir dans les 48 heures suivantes. Et quand je l'ai découvert, j'ai compris que ma femme s'était jetée dans un abîme, en pensant qu'elle plongeait dans une piscine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'histoire, je dois vous demander quelque chose. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez que j'aurais dû faire à ce moment-là, car beaucoup de gens me le demandent encore aujourd'hui, et les réponses sont toujours très variées. Aimez la vidéo, aussi, car cela aide cette histoire à toucher plus de monde. Et restez dans les parages, car ce que j'ai découvert sur Rodrigo, c'est ce qui change tout dans cette histoire. Il y a une expression que nous utilisons beaucoup en comptabilité. La due diligence, vérification préalable, c'est le processus d'enquête sur tout, avant de conclure une transaction, avant de signer un contrat, avant de former un partenariat, ou avant d'acheter quoi que ce soit impliquant un risque financier. Vous regardez l'historique, vous vérifiez les documents, vous contrôlez si ce que la personne prétend être correspond à ce qu'elle est réellement. En théorie, tout le monde le fait. En pratique, la plupart sautent cette étape, car ils se fient aux apparences, aux beaux discours, aux poignées de main fermes. Renata n'a pas fait de vérification préalable sur Rodrigo. Moi, oui. Et ce que j'ai trouvé, en 48 heures de recherche, m'a expliqué beaucoup de choses que je ne pouvais pas comprendre jusqu'alors. Ce jeudi-là, après avoir fermé le bureau plus tard que d'habitude, je suis rentré chez moi. J'ai dîné avec Renata et les enfants, j'ai aidé Pedro à se brosser les dents, j'ai chanté la chanson idiote pour que Sofia s'endorme, et je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin dans la chambre d'amis. Mon ordinateur portable sur les genoux, et mon téléphone à mes côtés. J'ai commencé par les bases. Le nom complet de Rodrigo. Je l'avais vu une fois sur une liste de résidents, que le gérant de l'immeuble avait envoyé par email, lors de son emménagement. Je me souvenais de son nom de famille, car il était inhabituel, le genre de nom qui reste gravé dans votre mémoire, que vous le vouliez ou non. Avec son nom complet en main, le reste n'est qu'une question de savoir où chercher. La première chose qui est apparue, c'est la plainte au prud'homme. Ce n'était pas une seule plainte. Il y en avait 3, toutes déposées dans l'État de São Paulo. Toutes contre une société d'événementiel d'entreprise enregistrée à son nom. Toutes avec des jugements définitifs et sans appel. Ce qui signifie que le tribunal avait déjà tranché, qu'il avait déjà perdu, et que les dettes étaient réelles et exécutoires. Les 3 anciens employés qui le poursuivaient racontaient la même histoire, avec des détails différents. Salaires impayés, indemnités de licenciement impayées, promesses de participation aux bénéfices qui ne se sont jamais concrétisées. L'entreprise avait fermé de manière irrégulière, sans liquidation, sans régler le passif, de la façon dont une entreprise ferme, quand le propriétaire veut juste disparaître. J'ai continué à chercher. Son numéro de sécurité sociale affichait des interdictions de crédit dans 4 États. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, et Goiás. Un financement de véhicules en souffrance, une carte de crédit d'entreprise avec une dette active, un bail commercial résilié pour défaut de paiement. Chaque dossier correspondait à une ville différente, une période différente, une histoire différente, mais avec le même scénario de fond. Un homme arrive, présente bien, convainc les gens, se construit une situation favorable. Et quand la situation commence à coûter plus cher qu'elle ne rapporte, il s'évanouit dans la nature. Je me suis penché sur la voiture. Le modèle importé qu'il garait à la place 302 tous les jours. Celui que tous les résidents de l'immeuble avaient déjà vu, et associé à l'idée de quelqu'un qui a de l'argent. Elle était louée auprès d'une agence de location de voitures de fonction à Natal. Un contrat de location au mois, avec une carte de crédit comme garantie. J'ai appelé l'agence de location le lendemain, en disant que j'étais un comptable effectuant une vérification de solvabilité pour un client. Le représentant n'a pas confirmé le nom, bien sûr,
mais a précisé que les contrats avec des factures impayées étaient automatiquement annulés après 15 jours. 15 jours. Cela m'en disait assez. Je me suis renseigné sur l'appartement. Le 302 était géré par une agence immobilière dans le quartier de Petropolis. Je connais le propriétaire de l'agence depuis des années. Il a longtemps été client de mon cabinet, jusqu'à ce qu'il embauche un comptable en interne. Je l'ai appelé le vendredi matin. Droit au but. Je lui ai dit que cette transformation était une vérification personnelle, et que j'avais besoin de savoir si le locataire du 302, dans l'immeuble où je vivais, était à jour. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a dit qu'il ne pouvait pas confirmer les détails contractuels, mais que je posais une question intelligente, au bon moment. C'était suffisant. 2 mois de retard de loyer, une mise en demeure déjà envoyée, et la procédure d'expulsion en cours. J'ai fermé mon ordinateur portable ce vendredi soir, et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Rodrigo n'était pas à Natal parce qu'il recherchait une qualité de vie. Il était à Natal parce que Sao Paulo était devenue trop petite pour lui. Parce que les procès, les dettes, les cartes bloquées, l'entreprise fermée, les créanciers, tout cela avait atteint un point où changer de ville était plus facile que de réparer les dégâts. Et à Natal, dans une résidence d'un quartier huppé, il a trouvé exactement ce dont il avait besoin. Une femme mariée, avec un mari absent pour cause de surmenage, un appartement entièrement payé, et la perspective d'une pension alimentaire et d'un partage des biens, en cas de séparation. Il n'était pas amoureux de Renata. Il gérait un risque financier. Elle était son plan B. Ou peut-être même pas B. Elle était peut-être le plan qu'il avait conçu dès le premier jour où il l'a vue à la salle de sport. Parce que ce type de personne n'agit pas sur une impulsion. Ils agissent par stratégie. Ils savent comment identifier une opportunité. Ils savent comment la cultiver patiemment. Ils savent comment attendre le bon moment. Ce que Rodrigo n'avait pas calculé, c'est que de l'autre côté de l'équation, il y avait un comptable. Quelqu'un qui n'agit pas non plus sur une impulsion, qui identifie aussi les opportunités, qui cultive patiemment, et qui attend le bon moment. Sauf que moi, j'avais des papiers en règle. Le samedi après-midi, je suis allé chercher Pedro chez son petit ami, où il avait dormi. Sur le chemin du retour, il n'arrêtait pas de me raconter tout ce qu'il avait fait. Avec cet enthousiasme des enfants de 4 ans qui ne filtrent rien, qui lâchent tout dans le désordre, et qui sautent des étapes, parce que leur tête va plus vite que leur bouche. Je l'écoutais, je répondais, et je faisais semblant d'être entièrement là, à l'intérieur de cette voiture. Mais à l'intérieur de moi, j'élaborais un plan. Renata avait dit qu'elle attendrait que Noël passe avant d'agir. Cela me donnait environ 3 semaines. 3 semaines où elle pensait que la vie suivait son cours normal, où j'étais censé ne rien savoir, où le champ était libre pour qu'elle organise tout ce dont elle avait besoin de son côté. 3 semaines que j'allais utiliser d'une manière complètement différente de ce qu'elle imaginait. Le lundi, j'ai programmé une réunion avec 2 avocats. Je n'ai pas demandé de recommandation à un ami. Je n'ai pas pris le premier nom qui est apparu dans la recherche. J'ai fait des recherches sur les spécialistes en droit de la famille à Natal. J'ai lu des publications, vérifié les historiques de cas. J'ai choisi les 2 qui avaient les profils les plus techniques et discrets que j'ai pu trouver. La réunion a eu lieu à leur cabinet d'avocats en fin de journée, après que j'ai dit à mon cabinet que je partais tôt pour des raisons personnelles. J'ai apporté le document que j'avais tapé le jeudi après-midi, avec la date, l'heure et la transcription de la conversation. J'ai apporté le dossier sur les antécédents de Rodrigo que j'avais compilé. J'ai apporté la documentation de l'appartement, l'acte de propriété, la preuve du remboursement total du prêt, les relevés bancaires montrant chaque paiement effectué au fil des ans. Tout à mon nom, tout avec une origine prouvée pour mes revenus en tant que comptable, avant et pendant le mariage. Les avocats m'ont écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, l'un d'eux a regardé l'autre, puis il m'a regardé, et a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Il a dit que j'étais arrivé suffisamment tôt, et que si j'avais attendu qu'elle dépose le dossier en premier, le scénario aurait été plus compliqué. Que le fait que j'ai l'enregistrement, que j'ai les antécédents de Rodrigo, que j'ai organisé les documents de propriété, et que j'ai cherché conseil avant toute confrontation, me plaçait dans une position beaucoup plus favorable qu'elle ne l'imaginait probablement. Je suis sorti de là avec un dossier d'instruction, une liste de documents supplémentaires que je devais rassembler, et une directive très claire que l'avocat a répétée 2 fois avant mon départ. Ne la confrontez pas. Ne montrez pas que vous savez.
Ne changez aucun comportement habituel. Laissez-la croire que son plan fonctionne. J'ai répondu que ce ne serait pas difficile, car le plus grand avantage que j'avais à ce moment-là, ce n'était pas la documentation. Ce n'était pas les avocats. Ce n'était pas les antécédents de Rodrigo. C'était le fait que Renata me connaissait comme mari. Elle ne me connaissait pas en tant que professionnel. Elle n'en avait jamais eu besoin. Elle n'avait jamais vu comment je fonctionne quand je résous un vrai problème. Quand les émotions vont dans un tiroir, et que la logique prend le relais. Elle pensait que j'étais l'homme qui trébuchait sur son propre pied lors d'une fête universitaire à Mossour, et qui ne savait pas quoi dire. Et je l'étais, à bien des égards. Mais j'étais aussi le comptable qui avait monté un cabinet en partant de zéro, qui avait payé un appartement à Ponta Negra en travaillant 7 jours sur 7. Qui savait exactement d'où venait chaque centime de notre patrimoine, et qui pouvait le prouver papier en main. Rodrigo avait choisi la mauvaise femme pour monter son arnaque, parce que la femme idéale aurait été mariée à un homme qui ne sait pas faire de mathématiques. Et Renata avait oublié, pendant tous ces mois, que faire des mathématiques, c'était exactement ce que je savais faire de mieux. Noël approchait. Les lumières de la ville devenaient plus belles chaque jour. Et pendant qu'elle planifiait le dîner de famille, pensant que ce serait le dernier que j'accueillerais en tant que propriétaire de cet appartement, j'avais 3 coups d'avance, en silence, attendant le bon moment. Ce qui est exactement ce que je vais vous raconter dans le chapitre suivant. Il y a une énorme différence entre mentir et ne pas révéler. J'ai appris cela d'un professeur d'éthique à l'université, que la plupart des étudiants ne prenaient pas au sérieux, car sa matière avait un faible coefficient à l'examen. Il avait l'habitude de dire, un mensonge est une fausse déclaration. Une omission est l'absence de déclaration. Ce sont des choses différentes, avec des implications différentes. Et confondre les deux est l'erreur que commettent la plupart des gens, lorsqu'ils se trouvent dans une situation difficile. Au cours de ces semaines entre la découverte et Noël, je n'ai pas menti à Renata une seule fois. Je n'ai simplement pas révélé ce que je savais. Et la différence entre ces deux choses est ce qui m'a permis de garder la raison, pendant cette période. Parce que faire semblant d'être normal, dans la pratique, c'est le travail le plus épuisant que j'ai jamais fait de ma vie. Plus que n'importe quelle déclaration d'impôt déposée à la dernière minute. Plus que n'importe quelle crise financière d'un client que j'ai dû résoudre en 48 heures. Plus que n'importe quelle semaine avec 3 réunions par jour, et un rapport à clôturer à l'aube. Se réveiller chaque jour à côté d'une personne qui prévoit de vous détruire, et agir comme si de rien n'était. Cela occupe un espace à l'intérieur de vous, dont vous ignoriez l'existence. La première semaine, j'ai failli perdre le contrôle à 2 reprises. La première fois, c'était un mardi soir. Renata était assise sur le canapé avec son téléphone, comme c'était devenu son habitude, et elle souriait à l'écran, avec un sourire que j'ai reconnu. C'était le sourire qu'elle avait quand je lui envoyais des messages, dans les premières années où nous sortions ensemble. Ce petit sourire rapide qu'elle essayait de cacher, sans y parvenir. J'étais dans la cuisine, dos à elle, et je l'ai vue dans le reflet de la fenêtre. Je suis allé laver de la vaisselle qui n'avait pas besoin d'être lavée, et j'ai gardé mes mains sous l'eau froide pendant environ 2 minutes, jusqu'à ce que l'envie de me retourner et de tout déballer me passe. La deuxième fois, c'était un vendredi. Je suis rentré tôt, et je suis tombé sur Rodrigo dans le hall de l'immeuble, attendant l'ascenseur. Il m'a salué avec cette poignée de main qu'il donnait à tout le monde, ferme, avec le sourire aux lèvres, et m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Je lui ai demandé comment il allait, et je suis monté dans l'ascenseur avec lui. Nous nous sommes tenus côte à côte pendant 4 étages. Il a parlé de la chaleur. Il a dit que Natal en décembre, c'était impressionnant. Qu'il n'avait jamais vu une ville aussi chaude, et aussi décorée en même temps. J'ai acquiescé. J'ai dit que c'était comme ça chaque année. Que la ville était fière de ses illuminations. Et que ça valait la peine de faire un tour en voiture le soir sur l'avenue Prudente de Moret pour les voir. Il a dit qu'il le ferait. Les portes se sont ouvertes au 3e étage. Il est sorti. Je suis monté au 4e, je suis entré dans mon appartement, j'ai fermé la porte, et je suis allé directement dans la salle de bain. J'ai ouvert le robinet du lavabo, et j'ai fixé mon propre visage dans le miroir pendant un temps indéterminé. Cet homme utilisait mon ascenseur, respirait le même air que moi, prévoyait de prendre ce que j'avais construit, tout en me souhaitant un bon après-midi avec ce sourire. J'ai pris une grande inspiration, j'ai fermé le robinet, et je suis allé préparer le dîner pour les enfants. Car c'était ce que je devais faire.
Les avocats avaient été clairs. Tout changement dans mon comportement pourrait signaler à Renata que quelque chose avait changé. Si je devenais tendu, si je prenais mes distances, si je commençais une dispute sans raison apparente, elle pourrait avancer son coup. Et avancer son coup signifiait que je me retrouverais dans une situation où elle aurait déjà déposé un dossier, déjà bloqué l'accès à un compte joint, déjà construit avec son avocate un argument que je devrais me démener pour démonter. La stratégie l'emporte sur l'émotion, à chaque fois. J'ai donc cuisiné des pâtes à la sauce tomate, parce que c'était le plat préféré de Pedro. J'ai laissé Sofia m'aider à saupoudrer le fromage dessus, parce qu'elle insistait pour le faire depuis qu'elle avait découvert qu'elle en était capable. J'ai dîné avec ma famille. J'ai écouté Pedro raconter l'histoire d'un copain d'école qui avait introduit un lézard de compagnie en cachette dans son sac à dos. J'ai ri au bon moment. J'ai posé les bonnes questions. Le soir, après que les enfants se soient endormis, je suis resté éveillé pour travailler dans la chambre d'amis jusqu'à minuit, organisant les documents que les avocats avaient demandés. C'était ma routine pendant ces semaines. Le jour, père et mari. La nuit, comptable auditant son propre mariage. La liste des documents que je devais rassembler était exhaustive. Relevé bancaire des 5 dernières années, séparant ce qui m'appartenait avant le mariage et ce qui était entré pendant. Preuve du remboursement du prêt de l'appartement avec les dates, déclaration de revenus de chaque année depuis notre mariage, montrant la croissance de notre patrimoine. Les statuts du cabinet avec l'historique des parts. Tout ce qui pouvait prouver sur papier que ce que j'avais, je l'avais construit moi-même, avec mes propres fonds traçables. L'appartement était le point central. Renata avait dit à Rodrigo qu'elle allait garder la maison. Son avocate, d'après ce que j'avais entendu, avait déclaré qu'elle avait droit à la moitié du patrimoine. Dans de nombreux cas, ce serait vrai. Mais notre cas présentait une spécificité que son avocate ignorait sûrement. Et que Renata ignorait probablement aussi, car c'est le genre de détail qui ne saute aux yeux que lorsque l'on lit attentivement un contrat. L'appartement avait été acheté avant le mariage. Formellement, à la date de l'acte de vente, j'étais le petit ami de Renata, pas son mari. Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. C'est le régime par défaut quand on ne fait pas de contrat de mariage spécifique. Sous ce régime, les biens acquis pendant le mariage sont divisés. Ce qui existait avant, au nom de l'un des conjoints, ne l'est pas. L'appartement datait d'avant, avec une date notariée, un financement remboursé, et des mensualités prélevées sur mon compte avant et après le mariage. Avec chaque centime traçable. Lorsque j'ai présenté cela aux avocats, l'un d'eux s'est frotté le menton et a dit que la stratégie de la partie adverse serait de soutenir que j'avais continué à payer des mensualités pendant le mariage, avec des revenus de la période conjugale. Ce qui pourrait ouvrir la porte à un argument de copropriété. C'était la voie la plus probable. J'ai demandé ce qu'il fallait pour bloquer cet argument. Il a dit qu'il avait besoin des relevés montrant que les dernières mensualités du financement provenaient d'un compte existant avant le mariage, avec un solde dont je pourrais prouver l'antériorité. J'avais ça. Il m'a fallu 3 jours pour tout rassembler, numériser, et classer dans des dossiers indexés. L'avocat a regardé les documents et a dit que j'avais fait le travail le plus organisé qu'il ait reçu d'un client particulier depuis des années. J'ai répondu que c'était le strict minimum attendu d'un comptable. Outre toute cette paperasse, je devais aussi continuer à vivre. Et c'est pendant cette période qu'une chose inattendue s'est produite. Avec les enfants, je suis devenu plus présent que jamais. Ce n'était pas une stratégie. Ce n'était pas une performance. C'est que, lorsque tout ce qui m'entourait était fragile, j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose de réel et de solide. Et Pedro et Sofia étaient les seules choses, dans cet appartement, qui étaient exactement ce qu'elles semblaient être. Un samedi, je les ai emmenés tous les deux à la plage de Ponta Negra. Renata n'y est pas allée. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête. J'ai pris de la crème solaire, des serviettes, un sac de plage, ce chariot de jouets de sable que Pedro tenait absolument à apporter à chaque fois, et nous y sommes allés tous les 3. Pedro a passé 2 heures à construire une ville de sable qu'il a appelée « la ville des dinosaures ». Sofia s'est assise au bord de l'eau, laissant les petites vagues frapper ses pieds, et riant à chaque fois comme si c'était la première fois que l'eau la touchait. Je me suis assis juste là, les pieds dans le sable chaud de Natal en décembre, regardant l'océan, et me disant que cette scène ne pouvait pas changer. Ces deux-là ne pouvaient pas grandir sans un père présent, à cause d'une décision que je n'avais pas prise. Cette pensée est ce qui m'a gardé concentré tout au long des semaines qui ont suivi.
Il y a eu un dîner chez mes beaux-parents, au cours de la 2e semaine de décembre. Un dîner de Noël anticipé, car la mère de Renata voulait réunir la famille avant que tout le monde ne soit accaparé par d'autres engagements. Il y avait un beau-frère, un cousin, et une grand-mère de 92 ans, qui venaient de Mossour à chaque Noël, et qui m'appelaient toujours par un faux prénom. Mais avec tellement d'affection que je ne l'ai jamais corrigé. Je me suis assis à table, j'ai mangé des crevettes à l'ail et à l'huile d'olive, que ma belle-mère préparait mieux que n'importe quel restaurant. J'ai écouté des histoires de famille, j'ai tenu Pedro sur mes genoux quand il a eu sommeil avant le dessert, et je suis parti en les remerciant pour la soirée, comme si de rien n'était. Dans la voiture pour le retour, Renata a passé son temps à scroller sur son téléphone. La luminosité baissait, pensant que je ne remarquais pas le reflet sur le pare-brise. Je n'ai rien dit. C'était à 10 jours de Noël. Les avocats m'avaient dit que la mise en demeure officielle et la remise des documents devaient se faire en personne, de préférence à un moment où il y aurait des témoins de l'impact de la découverte. Non pas par cruauté, mais parce que sa réaction, à ce moment précis, ferait partie du dossier qu'il devait constituer. J'ai suggéré le dîner de Noël. L'un des avocats a dit que c'était risqué, que réunir la famille pourrait générer des complications émotionnelles. J'ai répondu que c'était l'environnement exact et parfait, car Renata avait prévu d'utiliser Noël comme bouclier. Elle attendait que la date passe pour éviter de causer des problèmes avec la famille. J'allais utiliser le même Noël, la même date, la même famille réunie, d'une manière complètement différente. Elle m'avait donné la date. Je n'avais plus qu'à l'utiliser mieux qu'elle ne l'avait prévu. L'avocat m'a regardé pendant quelques secondes, puis il a dit, « Très bien, nous y serons. » Et c'est ainsi que le dîner de Noël dans l'appartement 402 a été fixé, avec 2 invités que Renata ne s'attendait pas à voir débarquer. Il se passe une chose curieuse, quand vous savez quelque chose que l'autre personne ignore que vous savez. Vous commencez à tout voir avec une clarté différente. Les mots prennent un double sens. Les gestes en révèlent plus qu'ils ne le devraient. Chaque choix que l'autre personne fait devant vous, sans savoir que vous la lisez, devient la preuve d'une histoire qu'elle croit cachée. Au cours de cette dernière semaine avant Noël, je suis devenu un observateur de ma propre vie. Et ce que j'ai vu m'en a appris davantage sur ce mariage que les 8 années précédentes passées ensemble. Renata s'est réveillée un lundi, avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis des mois. C'est en train de quelqu'un qui a un projet, un objectif, qui avance vers quelque chose qu'il désire ardemment. Elle a bu son café en fredonnant une chanson que je ne connaissais pas. Elle a organisé son emploi du temps de la journée sur son téléphone, avec une attention qu'elle réservait habituellement aux choses importantes. Et elle a quitté la maison avec un sourire, qui ne m'était pas destiné. J'ai bu mon café, j'ai lu mon application d'actualité, je lui ai dit au revoir comme tous les jours, et je suis allé travailler. L'après-midi, elle m'a envoyé un SMS, pour me demander si je préférais du jambon ou du faux filet pour le dîner de Noël. Elle a dit qu'elle irait chez le boucher le lendemain, et voulait savoir à l'avance, car les bons morceaux partent vite en décembre. J'ai répondu que le jambon me semblait bien, et qu'elle savait l'assaisonner mieux que moi. Elle m'a envoyé un emoji cœur. J'ai posé le téléphone sur le bureau, et j'ai fixé la feuille de calcul ouverte pendant quelques minutes, sans voir un seul chiffre. Elle planifiait le dîner de Noël pour l'appartement qu'elle pensait garder. Elle choisissait la viande, pensait à l'assaisonnement, dressait la table. Et de l'autre côté du mariage, sans qu'elle le sache, je confirmais les derniers détails avec les avocats, pour une soirée qu'elle n'avait pas imaginée de cette façon. À cet instant, pour la première fois depuis la découverte, j'ai ressenti autre chose que la colère contenue que je portais depuis les semaines précédentes. J'ai ressenti de la tristesse. Pas pour moi. Pour tout ça. Pour l'ampleur des dégâts qu'une mauvaise décision peut causer dans une vie qui aurait pu se dérouler autrement. Pour ces 8 années qui avaient vraiment existé, qui avaient eu de vrais moments, et qui n'étaient plus maintenant que le contexte d'une situation dans laquelle je n'avais pas demandé à être. Mais la tristesse ne change pas un plan. J'ai appris ça très tôt. J'ai continué à travailler. Cette semaine-là, Natal était au sommet de ses décorations de Noël. La mairie avait installé cette énorme exposition sur l'avenue Prudente de Moret, qui devient l'attraction principale chaque mois de décembre. Les familles arrêtaient leurs voitures pour prendre des photos. Les enfants collaient leur nez contre les vitres, demandant à sortir. Les couples marchaient lentement sur le trottoir illuminé. La chaleur ne faiblissait pas, mais les gens y allaient quand même, car les habitants du Nord-Est n'attendent pas que la température baisse pour faire la fête. Le mercredi soir, Renata a suggéré que nous emmenions les enfants voir les lumières.
J'ai dit que c'était une bonne idée. Nous y sommes allés tous les 4 en voiture, faisant un tour lent sur l'avenue. Pedro était collé à la fenêtre, pointant du doigt chaque décoration, et nommant les couleurs à voix haute, comme s'il faisait un inventaire. Sofia dormait dans son siège auto, la bouche grande ouverte, de la façon dont elle dort quand elle est satisfaite de sa journée. Renata est restée silencieuse la plupart du temps, regardant par sa fenêtre. À l'un des feux rouges, elle a dit que c'était beau, que Natal était une ville différente en décembre. J'ai dit que oui. Nous sommes retombés dans le silence. C'était le genre de silence qui existe entre deux personnes pensant à des choses complètement différentes, tout en regardant exactement le même endroit. Je regardais les lumières, et je pensais à mes enfants grandissant dans cette ville, aux vacances d'été sur la plage de Ponta Negra, au Noël qui viendrait après celui-ci, à la vie que j'allais reconstruire après que tout cela soit terminé. Elle regardait les lumières, et pensait à autre chose. Je n'avais pas besoin de deviner quoi. Le jeudi, 2 jours avant Noël, Rodrigo est monté dans l'ascenseur à l'heure exacte où je partais pour le bureau. Ce n'était pas une coïncidence. J'avais remarqué qu'il surveillait les heures d'aller et venue des résidents de notre étage. C'est le genre de détail qui passe inaperçu, jusqu'à ce que vous commenciez à y prêter attention. Il était bien habillé, chemise de ville, avec cette eau de Cologne chère qui arrivait avant lui. Il m'a salué avec sa poignée de main habituelle. Il a demandé si je passais Noël en famille, si je voyageais. J'ai répondu que nous restions à Natal, que nous faisions un dîner à la maison avec la famille proche. Il a dit que c'était la meilleure façon de passer les fêtes. Que la famille, c'était tout. J'ai acquiescé. L'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée. Nous avons ouvert les portes ensemble. Il s'est dirigé vers le parking. Je me suis dirigé vers la sortie piétonne. Juste au moment de tourner au coin de la rue, sans vraiment savoir pourquoi je le faisais, j'ai regardé en arrière. Rodrigo se tenait à côté de sa voiture de location, tenant son téléphone, en train de taper. Il ne me regardait pas. Son sourire s'était évanoui à la seconde où notre conversation s'était terminée, remplacée par une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Calculatrice, fermée, le genre d'expression qui apparaît quand une personne pense qu'on ne l'observe pas. C'était son vrai visage, celui qui se cachait derrière la poignée de main ferme et l'eau de Cologne chère. Je me suis retourné, et je suis parti. Cet après-midi-là, j'ai appelé l'avocat pour confirmer les détails du 24. Il m'a confirmé que son associé et lui seraient disponibles, que le dossier de documents était complet, que la stratégie consistait à entrer après que la famille soit réunie, et que la présence de témoins était importante. J'ai demandé s'il y avait un risque de timing que je devais connaître. Il a dit que le seul risque était émotionnel. Que je devais être préparé à absorber l'impact de sa réaction, sans réagir d'une manière qui m'échapperait. Il a dit que ce genre de situation, devant la famille, avait un potentiel d'escalade, et que ma posture à ce moment-là importait autant que la paperasse. J'ai dit que j'étais prêt. Il a fait une pause avant de continuer, comme pour évaluer s'il me croyait. Puis il a dit qu'il faisait confiance à mon jugement, et que nous nous verrions le 24. Le vendredi, veille de Noël, Renata a passé la journée à cuisiner. Elle a toujours aimé cuisiner à Noël. C'était sincère chez elle. Une des choses que j'ai toujours admirées, cette capacité à transformer une cuisine en un véritable projet. À planifier chaque plat à l'avance, à tout faire dans le bon ordre pour que rien n'arrive froid à table. Elle l'avait appris de sa mère, qui l'avait appris de sa grand-mère. Cette chaîne de femmes qui transmettent les recettes, avec la bonne façon d'assaisonner. Elle a préparé la farofa aux noix de cajou, ce qui est très typique de Noël dans le nord-est, tout comme le Chester l'est dans le sud. Elle a préparé des crevettes assaisonnées pour l'apéritif. Le jambon mariné depuis le matin. Il y avait des rabanadas cuites au four, qu'elle avait appris à préparer différemment de la recette traditionnelle, avec du miel et de la cannelle sur le dessus. La cuisine sentait le vrai Noël. Je suis resté avec les enfants dans le salon pendant qu'elle cuisinait. J'ai fait un puzzle avec Pedro. Il était trop grand pour qu'il puisse le finir, mais il tenait à essayer. Et j'ai donné son bain à Sofia, pendant qu'elle chantait une chanson inventée sur un poisson. C'était sa lubie ce mois-là. Chaque sujet ramené au poisson, d'une manière que personne ne pouvait expliquer. Le soir, après que les enfants se soient endormis, Renata a dressé la table de la salle à manger. Elle a sorti la belle nappe, celle en lin que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. Elle a disposé les assiettes que nous gardions dans le vaisselier, et a soigneusement plié les serviettes.
Je suis resté dans le couloir à l'observer pendant quelques secondes, sans qu'elle ne me voie. Elle organisait le dîner de Noël de l'appartement avec le même soin que d'habitude. Sans savoir que c'était la dernière fois que cette table serait la sienne, de la manière dont elle l'imaginait. Je suis allé dans la chambre d'amis, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai passé en revue chaque document du dossier que les avocats allaient apporter le lendemain, une dernière fois. Tout était à sa place. L'appartement, les papiers, les antécédents de Rodrigo, l'enregistrement, les relevés, les contrats. Chaque pièce au bon endroit, chaque chiffre s'additionnant parfaitement, comme cela doit être le cas quand les comptes sont réels. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai éteint la lumière, et je suis resté allongé dans le noir pendant un moment. J'ai pensé à mes enfants qui dormaient dans la chambre d'à côté. J'ai pensé à Pedro, qui allait se réveiller tôt le lendemain, excité parce que c'était Noël, et qui croyait encore au Père Noël, avec une conviction que je lui enviais. J'ai pensé à Sofia, qui serait troublée par le mouvement d'inconnu dans la maison, et qui s'accrocherait à ma jambe avec sa façon bien à elle de demander à être portée, sans utiliser de mots. J'ai pensé à la façon dont, le lendemain, tout allait changer. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai réussi à dormir sans me réveiller au milieu de la nuit. Parce que le plan était établi. Les comptes étaient clôturés. Et à Natal, le 24 décembre, au son du forró qui s'échappait toujours de la fête des voisins du 2e étage, et avec l'odeur des rabanadas flottant encore dans l'air, 2 avocats allaient frapper à ma porte. Ils allaient marquer la fin d'une histoire que je n'avais pas choisie, mais que j'avais décidé de terminer à ma façon. Il était temps. Natal se réveille différemment, le 24. Je ne peux pas expliquer exactement ce qui change, mais quiconque vient d'ici sait de quoi je parle. Il y a un rythme différent dans les rues, très tôt. Un mouvement qui mêle hâte et légèreté en même temps. Le boulanger ouvre plus tôt. Le voisin met de la musique avant 8 heures. Les enfants surgissent aux fenêtres avant que les adultes n'aient pris leur premier café. Toute la ville semble s'être mise d'accord pour se réveiller en même temps, sans que personne n'ait envoyé de préavis. Pedro s'est réveillé à 6h45. J'étais déjà réveillé. J'avais passé la nuit dans un sommeil léger, le genre de sommeil qui ne vous repose pas complètement, parce que votre tête ne s'éteint jamais vraiment. Je suis resté au lit, écoutant le silence de l'appartement, et pensant aux détails de ce qui allait se passer ce soir-là. Pas avec anxiété. Mais avec la concentration de quelqu'un qui se prépare à entrer dans une réunion importante, et qui passe en revue ses arguments une dernière fois. Quand j'ai entendu Pedro se lever, je suis allé dans sa chambre avant qu'il ne vienne à moi. Il se tenait au milieu de la pièce, les cheveux en bataille et les yeux encore mi-clos, mais avec un sourire qui prenait la moitié de son visage. Il a demandé si le Père Noël était passé. Je lui ai dit que oui, que les cadeaux étaient sous le sapin. Il a couru dans le couloir pieds nus, ses pas claquant sur le sol froid. Et je l'ai suivi, avec ce mélange d'épuisement et d'amour que seul le parent d'un jeune enfant connaît. Sofia s'est réveillée à cause du bruit de son frère, comme d'habitude. Je suis allé la chercher dans son berceau. Elle est restée dans mes bras, la tête sur mon épaule pendant quelques minutes, avant de trouver assez d'énergie pour vouloir descendre. Ces minutes avec elle, calme, lourde de sommeil, faisant totalement confiance à l'épaule de son papa. Je les ai gardées précieusement. Je savais que la journée allait être longue, et j'avais besoin de transporter quelque chose de bon avec moi. Renata s'est réveillée vers 8 heures. Elle est venue dans le salon en peignoir, à regarder les enfants entourés de papiers cadeaux déchirés, et a souri. De ce sourire matinal qui était sincère. Je l'ai reconnue. Elle a fait du café, coupé une papaye, appelé les enfants pour le petit déjeuner. Et la matinée s'est déroulée comme les matins de Noël s'étaient toujours déroulés, chez nous. Si je n'avais pas su ce que je savais, ça aurait été une belle matinée. La famille a commencé à arriver vers 18 heures. Ma mère fut la première, comme toujours. Elle a l'habitude d'arriver en avance à tout, réunion, rendez-vous, dîner. Car elle a été élevée avec l'idée qu'arriver à l'heure, c'est arriver en retard. Elle est entrée avec un sachet de panettone artisanal qu'elle achète chaque année dans une boulangerie du quartier de Quinta. Elle a serré les enfants dans ses bras avant de saluer les adultes, et s'est dirigée tout droit vers la cuisine, pour voir si elle devait aider à quoi que ce soit. Mon frère est arrivé avec sa femme, et ses 2 enfants un peu plus âgés que les miens. Les cousins se sont retrouvés dans le salon, et en moins de 2 minutes, ils avaient déjà inventé un jeu dont eux seuls comprenaient les règles. La mère de Renata est arrivée ensuite avec son mari, mon beau-père. C'est un homme de peu de mots,
mais il m'a toujours bien traité, avec ce respect silencieux que certains hommes de sa génération manifestent, sans avoir besoin de le verbaliser. Il m'a donné une poignée de main, a demandé comment allaient les affaires au cabinet en décembre, et est allé s'asseoir sur sa chaise habituelle, celle qu'il prenait à chaque fois qu'il venait dîner ici. La belle-sœur de Renata a complété le groupe, arrivant en retard, comme d'habitude, avec une bouteille de vin et des excuses dont elle savait déjà que personne ne prendrait au sérieux. La table était dressée. La nourriture sentait bon. L'appartement était rempli de ce bruit mélangé de conversations d'adultes et d'enfants qui courent. C'est la marque de fabrique d'un Noël en famille au Brésil. Je me suis mêlé aux invités, j'ai servi des verres, j'ai parlé de football avec mon beau-père, j'ai porté Sofia quand elle me l'a demandé. J'ai répondu à une question de mon frère sur un problème fiscal qu'il gardait toujours pour l'heure du dîner, pour ne pas avoir à payer de consultation. Tout était normal. Tout était à sa place. Mais à l'intérieur, je surveillais l'horloge. Les avocats m'avaient confirmé qu'ils arriveraient entre 21h et 21h30. Je leur avais donné l'adresse complète, le numéro de l'appartement, et le nom sur l'interphone. Nous avions convenu que je répondrais quand ils sonneraient au portail, pour ne pas avoir à expliquer à Renata de qui il s'agissait avant d'ouvrir. Il était 19h40 quand nous nous sommes mis à table. La farofa aux noix de cajou a été louée par tout le monde, comme elle le méritait. L'apéritif aux crevettes a disparu avant même que tout le monde ait pu se servir. Le jambon était cuit à la perfection, comme c'est le cas quand il marine juste comme il faut. Il se défaisait avant même de toucher la fourchette. Ma mère a dit que c'était le meilleur dîner de Noël qu'elle ait eu depuis des années. Elle le disait chaque année, mais cette fois, ça semblait plus sincère. Renata était très animée à table. C'était la chose la plus difficile à regarder de tout le dîner. Elle était présente, engagée, racontant des histoires, riant aux blagues de mon frère, remplissant l'assiette de Sofia quand elle en redemandait. C'était la meilleure version de l'hôtesse qu'elle savait être. Celle qui apparaissait lors des occasions où elle voulait que tout se passe bien. Et je comprenais maintenant ce qui alimentait cette excitation. Elle croyait être assise en bout de table, à une table qui serait bientôt la sienne. Que cet appartement, cette cuisine, cette nappe en lin, ces assiettes du vaisselier, que tout cela serait à elle, après l'exécution du plan qu'elle et Rodrigo avaient élaboré. Elle célébrait à l'avance, sans que personne à table ne le sache. À 21h12, le téléphone a vibré dans ma poche. C'était le numéro que j'avais enregistré pour le cabinet d'avocats. Je me suis levé calmement, j'ai dit que c'était un client avec un problème urgent. Je me suis excusé de quitter la table, et je suis allé dans le couloir. J'ai répondu. C'était l'avocat. Il a dit qu'ils étaient au portail. J'ai dit que je leur ouvrais. Je suis retourné à table, je me suis assis, j'ai pris mon verre d'eau, et j'ai bu lentement. Ma mère racontait une histoire sur notre voisin, que j'avais déjà entendue. Mon frère n'était pas d'accord avec mon beau-père sur le score d'un match. Les enfants avaient quitté la table, et étaient de nouveau dans le salon. 2 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Renata m'a regardé avec une expression légèrement surprise. Qui se présente à un appartement à 21h le jour de Noël, sans prévenir? J'ai dit, j'y vais. Ça doit être le concierge avec quelque chose. J'ai marché jusqu'à la porte, et je l'ai ouverte. Les 2 avocats étaient dans le couloir. Costume sombre, porte-documents à la main, et expression professionnelle. Le plus âgé m'a salué d'un léger signe de tête. Il n'y avait rien d'informel dans leur présence. Rien qui ne puisse être confondu avec une visite de courtoisie. J'ai ouvert la porte en grand, et je les ai invités à entrer. Quand nous sommes entrés dans la salle à manger, la conversation s'est tue par vagues. Ma mère s'est arrêtée la première, car elle a le radar le plus aiguisé de la famille. Mon frère s'est arrêté quand il a vu l'expression de ma mère. Mes beaux-parents se sont arrêtés quand ils ont réalisé que je ne présentais pas les nouveaux venus avec le ton de quelqu'un qui présente des amis. Renata a fixé les 2 hommes avec l'expression de quelqu'un qui essaie d'assimiler une information qui n'a aucun sens. Le silence qui a envahi cette pièce, c'était le genre de silence qui n'a besoin d'aucune explication pour être compris. Tout le monde à table a senti que quelque chose avait changé. Sauf qu'elle, elle ne connaissait pas encore l'ampleur de ce qui allait changer. L'avocat le plus âgé a posé son porte-documents sur la table avec soin, à côté de mon assiette, et s'est présenté en donnant son nom et celui de son cabinet. Il a dit qu'il s'agissait d'une mise en demeure extrajudiciaire, et qu'il était là pour la remettre formellement en présence de témoins, à la demande de son client.
Il a regardé Renata, et elle s'est figée. Ce n'était pas un figement progressif qui s'installe sournoisement. C'était immédiat. Comme un disjoncteur qui saute, et les lumières qui s'éteignent toutes d'un coup. La couleur s'est vidée de son visage en une seconde. La main qu'elle avait posée sur la table est retombée sur ses genoux. Ses yeux se sont dardés vers moi, avec une expression que je ne lui avais jamais vue en 8 ans de mariage. C'était l'expression de quelqu'un qui comprend, en un seul instant, que la situation s'est retournée contre elle, sans qu'elle s'en aperçoive. Ma mère me fixait sans ciller. Mon beau-père avait laissé tomber sa fourchette. La belle-sœur de Renata fixait le dossier sur la table, comme s'il allait exploser. Personne ne disait rien. Je suis resté assis là, les mains sur les genoux, à la regarder. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'avais plus à faire semblant. Il y a un moment, dans toute situation de crise, où le bruit s'arrête. Pas le bruit physique, qui parfois continue. C'est un autre type de bruit. Le bruit intérieur. Cette accumulation de pensées, d'émotions et d'anticipations, qui tourne dans votre tête pendant des jours, et des semaines. À un moment donné, quand ce que vous attendiez se produit enfin, ce bruit s'évanouit. Et ce qui reste, c'est une clarté étrange, presque inconfortable. Comme lorsque vos yeux s'ajustent après un long moment passé dans l'obscurité. C'est ce que j'ai ressenti quand l'avocat a ouvert son porte-document. La salle à manger de l'appartement était plongée dans un silence absolu. Les enfants avaient senti l'atmosphère, et étaient restés calmes dans le salon, sans que personne ne le leur demande. Cet instinct qu'ont les jeunes enfants, de sentir quand le monde des adultes autour d'eux change de température. Dehors, Noël était toujours Noël. On pouvait entendre de la musique venant d'un étage inférieur, et les lumières de la ville brillaient à travers la fenêtre du salon, mélangeant leurs couleurs à l'éclairage de la salle à manger. L'avocat le plus âgé, que j'appellerai Dr Enrique, parce que c'est ainsi que je l'appelais, a organisé les documents du dossier en 3 piles distinctes sur la table. Il l'a fait avec le calme de quelqu'un qui est allé dans beaucoup de pièces comme celle-ci. Quelqu'un qui a appris que la vitesse à laquelle les choses sont présentées compte autant que leur contenu. Les yeux de Renata étaient rivés sur la table. Elle n'avait pas bougé depuis le moment où il s'était présenté. Sa main était toujours sur ses genoux, et je pouvais voir au tendon de son cou qu'elle se faisait violence pour garder contenance. Dr Enrique a commencé par l'appartement. Il a expliqué, dans un langage simple et sans jargon inutile, que la propriété avait été acquise avant le mariage. Avec des fonds qui étaient, preuve à l'appui, antérieurs à l'union. Et qu'un financement avait été initié, et partiellement remboursé, avant la date d'enregistrement. Il a placé l'acte de vente sur la table. L'historique des paiements. Les relevés bancaires montrant que les mensualités provenaient d'un compte qui existait avant le mariage. Il a déclaré que sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ce bien ne faisait pas partie du partage. Ma belle-mère a émis un son bas, presque imperceptible. Mon frère m'a jeté un regard rapide, puis a de nouveau fixé la table. Mon beau-père est resté complètement immobile, les mains à plat sur la nappe en lin. Comme quelqu'un qui traite une information modifiant la compréhension de toute une situation. Renata a ouvert la bouche pour la première fois depuis que les avocats étaient entrés. Elle a dit que ce n'était pas tout à fait ça. Qu'elle avait vécu dans cet appartement, qu'elle avait contribué à la vie domestique, que cela comptait. Dr Enrique l'a écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, il a expliqué que la contribution domestique est prise en compte dans le partage des biens acquis pendant le mariage, et qu'elle serait dûment reconnue dans le cadre de la procédure. Mais que les biens antérieurs à l'union, avec une origine prouvée, suivaient une règle différente. Elle s'est tue de nouveau. La deuxième pile de documents concernait la pension alimentaire. Dr Enrique a présenté le calcul basé sur mes revenus réels d'associé du cabinet, en utilisant mes retraits d'associés des 3 dernières années comme référence. Le montant était juste. Dans les limites de ce que la loi établit, et calculé en fonction de ce dont les enfants ont besoin pour maintenir leur niveau de vie. Ce n'était pas le double du montant qu'elle avait prévu avec Rodrigo. Ce n'était pas 2 loyers supplémentaires par mois, en plus de la pension alimentaire. C'était ce que la loi dicte pour une séparation comme la nôtre. Sans les ajouts que son avocate lui avait promis comme garantie, et qui reposaient sur une série d'arguments que la documentation que j'avais rassemblée démontait un par un. La belle-sœur de Renata, qui était assise à côté d'elle, a posé sa main sur son bras, dans un geste qui était à la fois un soutien et une retenue. C'est lorsque le docteur Enrique a atteint la 3e pile de documents, que l'atmosphère de la pièce a changé de nature.
Il a placé une transcription sur la table. 2 pages, une police de caractère lisible, la date et l'heure dans l'en-tête. Et il a dit, avec le même calme qu'auparavant, que lors de la procédure de conservation des preuves, une conversation avait été capturée par le système de surveillance de la propriété. Un système utilisé régulièrement par la famille, pour la sécurité des enfants. Renata a regardé les 2 pages, et est devenue complètement pâle. Elle n'avait pas besoin de les lire. Elle savait ce qui s'y trouvait. Ma mère, qui était de l'autre côté de la table, a baissé les yeux vers sa serviette. Elle n'avait pas besoin de connaître le contenu de ces pages, pour comprendre ce qu'elles représentaient. Mon beau-père s'est adossé à sa chaise, avec une lenteur qui ressemblait au mouvement d'un homme qui serait soudainement devenu très lourd. La mère de Renata a regardé sa fille avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était pas de la colère. C'était cette douleur spécifique d'une mère qui comprend, en une seconde, que son enfant a pris une décision irréparable. Renata a repris la parole. Sa voix avait changé. Elle avait perdu sa fermeté d'avant. Elle était plus petite, plus tendue. Elle a dit que c'était une invasion de la vie privée. Qu'une conversation capturée sans autorisation n'était pas une preuve valable. Dr Enrique a répondu que le système de surveillance était installé dans la propriété de son client, en usage régulier et documenté pour la sécurité des enfants du couple, et que les questions d'admissibilité seraient traitées au tribunal, si nécessaire. Il a ajouté que la transcription était là, en tant que partie du contexte motivant la recherche d'un conseil juridique, et non comme une pièce isolée. Puis, il a ajouté, avec une précision que je lui avais spécifiquement demandé d'inclure, que les antécédents complets du tiers impliqué dans la situation étaient également documentés dans le dossier. Renata a fermé les yeux. Dr Enrique a placé un résumé de 2 pages sur la table, détaillant les antécédents de Rodrigo. Les plaintes au prud'homme à Sao Paulo. Le numéro de sécurité sociale avec des restrictions dans 4 États. L'entreprise fermée irrégulièrement. Les retards de loyer du 302. La location de la voiture. Il n'a pas eu besoin de commenter quoi que ce soit. Le document parlait de lui-même. La belle-sœur de Renata, qui jusque-là était restée d'un silence de mort, a posé une question à voix basse, qui ne s'adressait à personne en particulier. Elle a demandé si elle savait tout ça. Renata n'a pas répondu. La réponse était non. Elle ne savait pas. Et cela faisait partie de ce qui rendait la situation plus complexe qu'une simple trahison. Elle avait mis ses enfants en danger. Elle avait prévu de détruire un mariage, et un patrimoine construit au fil des ans, pour un homme qui l'utilisait, de la même manière qu'il en avait utilisé d'autres avant elle. Je n'ai pas dit cela à voix haute. Ce n'était pas le moment des commentaires. C'est le moment de laisser le silence faire son travail. Dr Enrique a conclu la présentation en déclarant que la mise en demeure extrajudiciaire formalisait la prise de conscience de la situation par la partie adverse, et que les prochaines étapes seraient communiquées par les voies légales appropriées. Il a précisé que le cabinet restait à disposition pour d'éventuelles clarifications, et que son client avait choisi de faire la remise des documents à ce moment-là, et dans ce cadre, pour des raisons qu'il respectait, et qu'il ne lui appartenait pas de commenter. Puis, il m'a regardé. Il a intercepté mon signe de tête, a fermé son porte-documents, et s'est levé. Je me suis levé avec lui, pour les raccompagner à la porte. Dans le couloir, avant de partir, le docteur Enrique a dit doucement que ça s'était bien passé. Que je m'étais mieux comporté que la plupart des clients dans cette situation. Il a dit qu'il m'appellerait lundi, pour définir les prochaines étapes. Je l'ai remercié, et j'ai fermé la porte. Je suis resté dans le couloir pendant quelques secondes, la main toujours sur la poignée de porte. De l'intérieur, j'ai entendu la voix de ma mère qui parlait doucement. J'ai entendu le bruit d'une chaise qu'on reculait. J'ai entendu les pleurs réprimés de Renata. Ce qui n'était pas tout à fait des pleurs, mais cette respiration irrégulière de quelqu'un qui se retient de toutes ses forces. J'ai pris une grande inspiration. Je suis allé dans le salon, où se trouvaient les enfants. Pedro était allongé sur le tapis, tenant une petite voiture, à moitié endormie. Sofia s'était calée dans un coin du canapé, et ses yeux étaient lourds. Je me suis assis par terre à côté d'eux, j'ai pris Pedro sur mes genoux, et Sofia est venue vers moi, par instinct. Ce radar des enfants, qui sait où se trouve l'endroit sans avoir à y réfléchir. Je suis resté là avec eux deux, pendant que la salle à manger se vidait lentement. Mes beaux-parents ont été les premiers à partir. Mon beau-père est passé devant moi dans le couloir, s'est arrêté,
a posé sa main sur mon épaule pendant une seconde sans rien dire, et est parti. C'est la chose la plus honnête que quiconque ait faite ce soir-là. Mon frère et sa femme sont partis ensuite, après une étreinte de ma belle-sœur qui a duré plus longtemps qu'un câlin d'au revoir normal. Ma mère est restée la dernière. Elle est restée dans la cuisine, à ranger ce qui pouvait être rangé, à laver ce qui pouvait être lavé. Faisant ce qu'une mère fait quand elle ne sait pas quoi dire, mais qu'elle a besoin de se rendre utile. Quand elle est partie, elle m'a pris dans ses bras dans le couloir sans parler. Et j'ai ressenti dans cette étreinte tout ce qu'elle ne pouvait pas exprimer avec des mots. Renata était allée dans la chambre. J'ai emmené les enfants dans leur berceau et leur lit, un par un, avec cette routine que nous répétons chaque nuit, sans réfléchir. De l'eau, les toilettes, la chanson, bonne nuit. Quand j'ai couché Sophia, elle était déjà presque endormie. Mais elle a ouvert les yeux un instant, et m'a fixé, avec ce visage d'enfant qui ne sait pas ce qui s'est passé, mais qui a senti que quelque chose a changé. Je lui ai caressé la tête. Elle a refermé les yeux. Ce Noël était terminé. Et un autre avait commencé. Et bien que je ne savais pas encore exactement comment il allait se terminer, je savais qu'il serait plus honnête que celui qui venait de s'achever, juste là. C'était un bon début. Il y a un mot en comptabilité que j'ai toujours trouvé plus honnête qu'il n'y paraît, passer en perte. Quand un actif cesse d'exister dans les capitaux propres, quand une dette est reconnue comme irrécouvrable, quand quelque chose enregistré comme un actif doit être retiré du bilan parce que la réalité a changé, on passe cette ligne en perte. Ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas un échec. C'est simplement la reconnaissance formelle que ce n'est plus ce que c'était. Et prétendre le contraire ne fait qu'empêcher de lire ce que l'on possède réellement. Dans les mois qui ont suivi Noël, j'ai appris à passer beaucoup de choses par perte et profit. La procédure de séparation s'est déroulée de manière assez simple, du moins d'un point de vue juridique. L'avocate de Renata a essayé, comme mes avocats l'avaient anticipé, de construire un argument autour des mensualités du prêt payé pendant le mariage. C'était la seule voie qu'elle avait pour remettre en question la propriété de l'appartement. Ce n'était pas suffisant. La documentation que j'avais rassemblée était trop solide. Chaque paiement suivi, chaque relevé à sa place, chaque reçu dans la bonne séquence. Le docteur Enrique a dit plus tard qu'il était rare de trouver un tel niveau d'organisation financière dans des affaires personnelles. Je lui ai répondu que c'était le strict minimum attendu d'un comptable. Il a ri et a dit que je devrais me facturer mes propres conseils. J'ai gardé l'appartement. La pension alimentaire a été calculée dans les limites de ce que la loi détermine comme juste pour l'entretien des enfants. Sans les 2 loyers supplémentaires que Rodrigo avait promis comme des certitudes, dans une conversation qu'il ignorait que j'avais entendue. La garde a été partagée. Pedro et Sofia avec leur mère la semaine, et avec moi les week-ends et jours fériés, avec une certaine flexibilité pour s'adapter à mesure que la routine des enfants changerait. Renata a déménagé de l'appartement en mars. Elle est partie vivre dans un endroit plus petit, qu'elle louait dans un quartier voisin. Je n'ai pas connu les détails immédiatement. Je les ai découverts à travers ce que Pedro me racontait, petit à petit. Avec cette façon qu'ont les enfants de répéter ce qu'ils entendent, sans comprendre le poids de ce qu'ils disent. Il a dit que le nouvel appartement de sa mère avait une fenêtre, d'où l'on pouvait voir un grand manguier. Il le disait avec enthousiasme, parce que pour lui, une fenêtre avec un manguier, c'est mieux qu'une fenêtre sans manguier. Et j'étais d'accord sur le fait que oui, c'était une bonne fenêtre. Ce que je ne savais pas encore, en ce mois de mars, c'est que Rodrigo n'était pas dans cet appartement avec elle. Je l'ai découvert en avril, de la manière la plus indirecte qui soit. Pedro est revenu un dimanche après-midi, en racontant qu'il était allé au parc avec sa mère, et qu'elle s'était assise sur le banc. A fixé son téléphone tout l'après-midi. Avec une tête qu'il a décrite, avec cette précision brutale propre à un enfant de 4 ans, comme la tête qu'on fait quand on est triste, mais qu'on fait semblant de ne l'être. J'ai demandé si elle allait bien. Il a haussé les épaules, et est allé chercher sa petite voiture. Ce dimanche soir, après qu'il se soit endormi, je me suis assis sur le balcon avec un verre d'eau, et le bruit de Natal qui entrait par la fenêtre. Un voisin avec la télé allumée très fort, une voiture passant dans la rue. Cette vie urbaine qui ne s'arrête pas, même quand la vôtre s'est mise en pause pour un instant. Et j'ai pensé à Rodrigo. J'ai pensé à cet homme, qui était arrivé dans la résidence avec une voiture de location et le sourire de quelqu'un qui ne doit rien à personne. Qui avait soigneusement construit une situation au fil des mois. Qui avait convaincu Renata que ce qu'il offrait était réel.
J'ai pensé à la façon dont il avait tout calculé, avec une précision que j'ai reconnue, car c'était le genre de raisonnement que je comprenais. Identifier un actif. Évaluer le rendement. Construire une stratégie. Sauf que l'actif qu'il avait identifié, c'était l'appartement, et la pension alimentaire qu'il s'attendait à voir Renata rapporter, après la séparation. Quand une séparation a eu lieu, sans l'appartement, et avec une pension alimentaire légale, ces calculs ne collaient plus. Il n'y avait plus rien pour justifier de rester dans les parages. Il était resté avec elle pendant quelques semaines après Noël. Je l'ai découvert plus tard, grâce aux bribes d'informations qui finissent toujours par vous parvenir, quand vous vivez dans la même ville et connaissez les mêmes personnes. Mais à un moment donné en février, quand il est devenu clair que le scénario qu'il avait projeté n'existait plus, il a commencé à prendre ses distances. D'abord par la distance physique, puis par l'absence, puis par le silence. De la même manière qu'il l'avait fait à Sao Paulo. De la même manière qu'il l'avait probablement fait dans d'autres endroits avant Sao Paulo. Avec la tranquillité de quelqu'un qui n'a jamais rien mis de réel en jeu, parce qu'il n'avait jamais rien de réel à perdre. Le 302 a été laissé vide en mars. J'ai vu le panneau « à louer » sur l'interphone en rentrant d'une réunion. Je l'ai fixé pendant quelques secondes dans le hall d'entrée, tenant ma mallette de travail et portant toujours mon costume de la journée. Et j'ai pensé à tout ce qui avait commencé à cause d'un homme qui avait vécu là moins de 2 ans, et qui était parti sans rien laisser d'autre que des loyers impayés. Et une situation qui a coûté très cher à tout le monde. Sauf à lui. C'était ça, l'arnaque. Ne pas rester. Partir quand le coût dépasse le rendement. Le problème, quand une arnaque fonctionne comme ça, c'est que celui qui paie la facture, c'est celui qui est resté derrière, en croyant qu'il y avait quelque chose de vrai. Renata a payé cette facture 2 fois. La première, quand le plan ne s'est pas déroulé comme elle l'avait prévu. Quand j'ai gardé l'appartement, et que la pension alimentaire n'était pas celle que Rodrigo lui avait promise. La seconde, quand elle a réalisé qu'elle avait échangé 8 ans de mariage, une structure financière bâtie sur toute une vie, et la présence quotidienne du père de ses enfants. Tout ça pour un homme qui s'est éloigné, dès qu'il a remarqué qu'il n'y avait plus rien dont il pouvait profiter. C'est exactement ce qu'il disait vouloir faire avec elle. En profiter. Ce mot est resté coincé dans ma tête pendant longtemps. Laisser les enfants avec lui, pour qu'on puisse juste en profiter. J'avais entendu ça un après-midi de décembre, assis au bureau, et j'avais pensé que c'était la chose la plus froide que l'on puisse dire à propos de 2 enfants âgés de 4 et 2 ans. Et au final, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il a profité de ce qu'il pensait y avoir à profiter. Et quand il n'y a plus rien eu, il est parti pour profiter de quelque chose d'autre, ailleurs. Je ne tire aucune satisfaction à dire cela. Je dois être honnête, car cette histoire n'a de sens que si je suis honnête jusqu'au bout. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Ce n'était pas mon but lorsque j'ai engagé les avocats, lorsque j'ai organisé les documents, lorsque j'ai planifié ce dîner de Noël. Je cherchais à protéger ce que j'avais construit, à m'assurer que mes enfants ne perdent pas leur père présent à cause d'un accord injuste. Et à mettre fin à une situation que je ne pouvais pas ignorer, après avoir entendu ce que j'avais entendu. Sa souffrance n'était pas le but. C'était la conséquence d'un choix qu'elle avait elle-même fait. Et cette distinction compte pour moi. Aujourd'hui, quelques mois après tout ça, la vie a trouvé une routine qui s'ajuste encore, mais qui prend déjà forme. Pedro et Sofia passent les week-ends ici, à l'appartement, et ces week-ends sont devenus les meilleurs moments de ma semaine. Nous allons à la plage de Ponta Negra le samedi matin, quand le soleil n'est pas encore impossible à supporter. Nous mangeons du tapioca au stand de la dame au coin de l'entrée. Nous rentrons à la maison avec du sable dans nos tonnes, et de bien meilleure humeur qu'à notre départ. Pedro est dans la phase où il veut apprendre à faire du vélo sans les petits trous. Je suis allé avec lui 3 fois sur le parking de l'immeuble le dimanche matin. Tenant la selle, lâchant prise lentement, le regardant vaciller, se corriger, et vaciller de nouveau. Avec cette détermination propre à un enfant qui ne comprend pas qu'il est censé avoir peur. Sofia a découvert qu'elle aime les noix de cajou. C'était un après-midi, quand la voisine du dessus a descendu un plateau que son mari avait rapporté de la campagne. Sofia en a attrapé une, a pris une bouchée, a fait une grimace, et en a redemandé. Ça résume très bien qui elle est. Je travaille toujours beaucoup. Je clôture toujours des bilans annuels pour des clients qui laissent tout à la dernière minute. Je réponds toujours à des emails à l'aube quand un délai est serré. Je bois toujours du café froid,
parce que je l'ai oublié sur un bureau. Mais quand je rentre chez moi un week-end, et que Pedro accourt dans le couloir, les cheveux en bataille, m'appelant « Papa », avec cette urgence d'un enfant qui a trouvé quelque chose d'important à me montrer. Je m'arrête. Je pose ma mallette. Je m'assois par terre s'il le faut. Et je lui donne toute mon attention, avec tout ce que j'ai. Parce que j'ai appris, de la manière la plus douloureuse qui soit, que la présence n'est pas ce qu'il reste après avoir réglé tout le reste. La présence, c'est l'essentiel. Tout le reste n'est qu'un détail. Noël et décembre seront différents. Cette année sera le premier Noël avec les enfants, juste avec moi le soir du réveillon, avant que je ne les emmène passer la journée avec leur mère. Je sais déjà que ce sera difficile, d'une manière que je ne saisis pas encore tout à fait. Mais je sais aussi que je préparerai de la farofa aux noix de cajou, parce que Pedro adore ça. Que je mettrai les cadeaux sous le sapin le soir du réveillon, parce que c'est comme ça qu'on fait. Que je chanterai la chanson idiote pour que Sophia s'endorme, et qu'elle la redemandera. Même quand elle sera presque endormie. Et que lorsqu'ils partiront le lendemain, je regarderai les portes de l'ascenseur se fermer. Je prendrai une grande inspiration. Et je continuerai d'avancer. C'est ce que nous faisons. Nous continuons d'avancer. Avec des comptes clôturés. Avec des actifs protégés. Avec des enfants dans nos bras quand c'est possible, et dans nos cœurs quand ça ne l'est pas. Et avec la certitude tranquille qu'un mauvais chiffre ne disparaît jamais. Que lorsque vous auditez soigneusement, méthodiquement, sans vous presser, et avec la logique plutôt que l'émotion. Le compte finit toujours par se clôturer correctement. Toujours.